L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. À Candé, Énergie de Loire développe depuis 2018 des solutions concrètes pour produire une électricité solaire, locale et durable. L'entreprise réunit aujourd'hui 115 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros. De la conception à l'exploitation, Énergie de Loire intervient comme constructeur, mainteneur et producteur d'énergie photovoltaïque au service des agriculteurs, artisans, industriels et collectivités en Pays de la Loire et en Bretagne. À la tête de l'entreprise, Grégoire Papillon, fondateur et dirigeant d'Énergie de Loire, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Grégoire Papillon. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes cofondateur et dirigeant de l'entreprise EDL pour Énergie de Loire. On va revenir sur votre parcours parce que c'est intéressant, ça dit aussi le dirigeant que vous êtes aujourd'hui. Ingénieur de formation, mais vous m'avez confié quand on a préparé cette émission que c'est au milieu de votre parcours de formation que vous vous êtes dit finalement je ne serai jamais ingénieur. Effectivement, au milieu du parcours de mon école d'ingénieur, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que je voulais faire, d'être autant dans la technique et si précis. Et là, il y avait un choix un peu à faire et en fait, j'ai décidé quand même d'aller jusqu'au bout de mon cursus, que c'était en apprentissage et j'adorais le monde de l'entreprise dans laquelle j'étais. Ça a dû rassurer votre entourage familial, ça. Il termine quand même ses études en tant qu'ingénieur. Je ne sais pas, il y avait confiance à ce moment-là. Je n'ai pas souvenir de me dire, c'était une inquiétude pour ma famille, c'était plus un questionnement personnel, une inquiétude pour moi de dire est-ce que je vais au bout, est-ce que je ne vais pas au bout, qu'est-ce que je fais après, comment je vais rebondir. Mais vous sentiez qu'il allait vous manquer quelque chose ? Oui, je percevais à ce moment-là que j'aimais comprendre un peu les grands enjeux. Donc moi, je travaillais sur des choses techniques assez précises et j'aimais bien comprendre qu'est-ce qui se passait d'un point de vue macroéconomique, pourquoi il y a telle chose qui se passait, enfin, les enjeux d'un peu système, d'écosystème. Et je ne retrouvais pas ça dans le poste dans lequel j'étais. Bon, vous avez quand même commencé à travailler dans l'aéronautique parce que c'était l'issue aussi de votre parcours de formation ? Oui, totalement. C'était un peu un complexe au début, on peut dire, parce qu'on dit on est entrepreneur, on sait de ce qu'on veut faire depuis qu'on est né. Je veux être médecin, on donne l'exemple. Une vocation. Une vocation, exactement. C'était pas du tout le cas pour moi. J'étais un peu tardif dans ma maturité, mais après j'ai mis du temps à accepter. Ou non, c'était pour mon bien, c'est bien d'être ingénieur. Ok, on va faire ingénieur. Et c'est plus tard, justement, cette maturité en cycle supérieur, je me suis rendu compte que c'est pas ce qui me plaisait. Et là, j'ai commencé à changer. Bon, pas forcément prédestiné donc au domaine de l'énergie, Pas du tout. Pas prédestiné non plus effectivement à entreprendre, à créer quelque chose. Dans votre entourage proche, il n'y avait pas de dirigeants, de créateurs, d'entrepreneurs. C'est vraiment venu sur le tard. Oui. Personne dans mon entourage, que j'ai en tête, je n'espère offenser personne dans mon entourage, mais n'entreprenait à ce moment-là, que ce soit familialement ou social au niveau de mes amis. Après, j'avais quand même une volonté à l'époque où je sentais que je voulais avoir un petit peu d'impact, donc on participe à des associations dans l'école, etc. Donc on veut s'engager en tout cas, ça se traduisait peut-être une chose. Et après, c'est plus dans mon parcours professionnel où je suis atterri par hasard dans une start-up, qui était à l'époque une start-up, où là j'étais au contact vraiment de l'entrepreneuriat et d'un entrepreneur fondateur. Et je pense que j'ai épousé cette mentalité et ça devait correspondre aussi à ce que j'avais un peu en terreau. On parle d'aéronautique d'ailleurs, et c'est dans un avion que vous avez rencontré votre futur associé. Oui, tout à fait. Oui. Donc David Lorway, qui est la personne avec qui j'ai cofondé Énergie de Loire, on s'est rencontrés dans un avion. En fait, on nous avait dit « faut que vous vous rencontriez, vous êtes tous les deux indépendants ». On ne prend jamais le temps, des fois, de s'appeler, parce que pourquoi j'appellerais cette personne ? Je vais lui dire quoi ? Je ne le connais pas, j'ai un rendez-vous, on ne le fait pas. Et en fait, il se trouve qu'on était côte à côte dans un avion au retour d'un salon sur le photovoltaïque. Et là, on a 1h15 en mode avion, sans rendez-vous en suivant, et on peut parler, et ça a matché, quoi. Ouais, tout de suite. Ça veut dire que quoi ? Vous êtes aujourd'hui très complémentaires, c'est ça qui fait la réussite, le succès de votre binôme ? Toujours compliqué de dire qu'est-ce qui fait le succès, mais je pense qu'en tout cas, l'association, quand on est associé avec des personnes, évidemment, il faut que ça se passe bien, et si ça ne se passe pas très bien, c'est pas complémentaire, c'est un sujet. C'est vrai que nous, dès le départ, on avait des complémentarités, que ce soit technique sur ce qu'on maîtrisait,
David était plus technique que moi sur la partie électronique. Et on avait des complémentarités aussi de personnalité. Et pour autant, on avait des valeurs, je pense, qui nous rassemblent et qui étaient ce lien en fait, de valeurs. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment pour moi, je pense, l'adéquation parfaite d'avoir les mêmes valeurs, mais des complémentarités. Pour résumer votre activité à un enfant de 10 ans qui n'aurait jamais entendu parler de photovoltaïque, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je dirais que notre métier, c'est de faire en sorte de collecter, de récolter l'énergie du soleil et de l'en faire de l'électricité. L'électricité, c'est ce qui nous permet de faire fonctionner les télévisions, les téléphones, le four. Aujourd'hui, les plaques de cuisson, il y en a beaucoup qui sont plus à gaz, ces choses-là. Bon, création 2018. Quels sont les premiers pas là, de cette entreprise ? Qu'est-ce que vous faites dans les premiers moments de la création de cette entreprise ? Vous posez quoi comme jalon ? Premier moment, il faut vendre. Prenons une entreprise, il faut avoir des clients, il faut vendre. Donc, tout est orienté à ce moment-là de dire OK, on vend quoi ? On vend ça et qu'est-ce qu'on vend ? Donc, du coup, à ce moment-là, c'était un peu un challenge. Hein. On se challengeait un peu avec David en disant je vais vendre plus. Moi, je disais je vais vendre plus que toi. Lui disait je vais vendre plus que toi. Et donc, il y avait un peu une émulation entre nous deux pour vendre. Et vous êtes arrivé à un moment d'ailleurs où il y avait, en tout cas sur ce marché-là, de sérieuses opportunités à saisir. C'est plus simple de le dire a posteriori, mais oui, a posteriori, on peut avoir cette lecture-là parce qu'en fait, on est sur un marché qui, à l'époque, était plutôt stable. Il y avait une première croissance du photovoltaïque qui était plutôt stable et on n'avait pas beaucoup de nouveaux entrants et nous, on était un nouvel entrant. Et quand on entreprend, l'énergie d'entreprendre, elle est toujours là, mais au début, il y a quelque chose, on a le couteau entre les dents, on veut prouver, on veut démontrer, en tout cas, nous, on avait ça. Et il faut dire à celles et ceux qui nous écoutent qu'on a de plus en plus besoin d'énergie et d'énergie produite localement. Et ça, notamment, depuis la crise du Covid, on va donner un tout petit coup d'œil dans le rétroviseur, 2021, besoin d'électricité, besoin d'énergie et besoin de souveraineté. C'est là-dessus que vous avez aussi surfé ? Totalement. Si je fais un pas de recul avant de revenir à cette question, je pense qu'on oublie souvent en France que le sujet de l'énergie, on a un vrai sujet de décarbonation parce que le sujet de l'énergie, c'est d'arrêter le fossile. En France, souvent, on dit énergie, électricité parce qu'on a un prisme où le nucléaire prend beaucoup de place. Mais en France, l'objectif, c'est énergie, enlever le fossile. 60% de ce qu'on consomme, c'est du fossile. Donc ça, c'est le premier point qu'on a. Plus on va réduire le fossile, moins on va avoir d'impact carbone. Et aujourd'hui, comment on fait pour enlever du fossile ? On augmente les usages électriques. Ce que voit chacun de nous, c'est de dire, le plus simple, c'est la voiture thermique, on la transforme en voiture électrique. Okay ? Et ça, l'électricité, on produit l'électricité bas carbone, le nucléaire et les énergies renouvelables. Et après, l'autre point qu'il y a dessous, sur le côté souveraineté, du coup, qu'on touche derrière, c'est que, en plus, l'énergie fossile qui émet du carbone, donc qui a un impact sur le changement climatique, en plus, on a un enjeu de souveraineté parce qu'aujourd'hui, on importe tout notre pétrole, quasiment tout notre gaz. Aujourd'hui, avec l'électricité, on en produit localement, que ce soit avec du nucléaire, que ce soit avec des éoliennes, à terre ou en mer, avec du photovoltaïque ou d'autres énergies électriques. Bon, et l'actualité, bien sûr, géostratégique nous rappelle évidemment ce besoin de souveraineté s'il en est. En 2021, je le disais, vous étiez 10 chez Énergie de Loire. Aujourd'hui, vous êtes 120, 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on accélère sans faire péter tous les boulons ? Ça, c'est un vrai sujet aussi. Hein. Oui, je souris, je rigole même, parce que c'est vrai que c'est le vrai enjeu qu'on a eu, qu'on a connu, qui était de dire on était porté par un marché qui a augmenté. Je pense qu'on s'est bien positionné sur le marché. Les deux font qu'il y a une accélération très forte. Quand il y a une accélération très forte, le risque, c'est le risque d'implosion, comme on n'impose pas dessus. Nous, le choix qu'on a fait à ce moment-là, c'est deux choses. De s'entourer. On a vite pris des conseils parce qu'en fait, notre organisation, elle évoluait tous les ans. Tous les ans, l'organisation qu'on mettait en place dans la société devait évoluer parce qu'on ne peut pas fonctionner à 10 comme on fonctionne à 30, comme on fonctionne à 50, comme on fonctionne à 100, etc. Donc, on doit évoluer rapidement. Et l'autre point, c'est de faire confiance. Ouais. Parce que quand on est 10, on peut tout maîtriser. Quand on est 30, on peut beaucoup moins maîtriser toutes les choses. Quand on est 50, encore moins. Et vous voyez bien que ça va dans ce sens-là où on peut de moins en moins maîtriser. Donc, il faut faire confiance aux gens. Bien sûr, déléguer. Qu'on recrute. Il faut déléguer. Il faut donner de la place. Il faut donner le droit à l'erreur. Les gens peuvent tester les choses, peuvent faire. Et s'ils se trompent, ce n'est pas grave. À condition, évidemment, qu'ils ne refassent pas la même erreur 15 fois. Mais c'est ça, je pense, qui est important. Quand on est ingénieur de formation, ça veut dire qu'on apprend sur le tas, au quotidien, à faire de la gestion, de la gouvernance,
de la croissance, du management. C'est comme ça que vous avez appris à devenir dirigeant ? Oui, je pense. On fait des formations. Après, j'ai fait un peu de formation là-dessus, mais comme tout, on apprend beaucoup quand on est les mains dans le cambouis, à tester c'est quoi les sujets de trésorerie, c'est quoi les sujets de financement, c'est quoi les sujets qu'on peut avoir pour mieux vendre, pour mieux s'organiser. Mais ça, c'est en pratiquant, en échangeant avec des conseils, avec des confrères, avec des partenaires, comme les partenaires banquiers, qui peuvent nous renseigner aussi sur qu'est-ce qu'ils voient ailleurs. Et on s'enrichit de ça et on acquiert des convictions. Grégoire Papillon, peut-être pour terminer cet entretien, vous participez peut-être encore aux entretiens de recrutement quand ils sont stratégiques, je suppose. Qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle génération qui va venir rejoindre les forces vives d'Énergie de Loire ? Moi, ce que j'attends d'une nouvelle génération qui est une d'Énergie de Loire, c'est des personnes qui osent. Je pense qu'on est dans un monde où il y a de l'incertitude. Donc, par défaut de l'incertitude, veut dire qu'on n'a pas de certitude de qu'est-ce qui va fonctionner. Et donc, je pense, dans ce mode-là, il faut être conscient qu'il faut oser faire les choses, oser entreprendre, oser être curieux. Qu'est-ce qui se passe en dehors de mon périmètre ? Et moi, c'est ce que j'attends beaucoup des personnes qui viennent dans la société, c'est des personnes qui osent, qui sont curieux, qui ont envie de faire bouger les lignes et de se préoccuper de ce qui se passe aussi en dehors de leur périmètre. On va vous proposer, ce petit exercice qu'on propose à nos autres invités. On va vous soumettre une question qu'un autre dirigeant d'une précédente émission souhaitait vous adresser. Je vais vous laisser la découvrir. Donc la question que je souhaite poser à une dirigeante ou à un dirigeant d'entreprise, c'est comment voyez-vous la mise en place de la décarbonation de votre activité pour assurer la transition ? Et la deuxième question, c'est comment pensez-vous pouvoir associer vos salariés, vos collaborateurs, collaboratrices à cette transition pour que ça aille au-delà du cadre professionnel ? Ça paraît une question simple à répondre pour moi, parce qu'on est dans la décarbonation, j'ai expliqué avant, chaque nouvelle centrale électrique qu'on met en place, photovoltaïque, elle sert à préparer et à répondre aux besoins des nouveaux usages qui vont être électriques et qui étaient avant fossiles. Donc on décarbone par nature, c'est ce qu'on propose. Pour autant, ce sont les projets qu'on propose. Est-ce que ça veut dire que vraiment on décarbone notre manière de travailler ? La réponse est non. Ce n'est pas parce qu'on installe les centrales photovoltaïques que vraiment on regarde cette décarbonation au sein de notre entreprise. Et ça, c'est des vrais enjeux qu'on travaille actuellement et qui ne sont pas si simples à répondre. Le premier périmètre, nous, dans notre métier, on n'a pas 36 sujets à décarboner parce que c'est beaucoup des sujets de voitures, de véhicules. L'autre point, et qui est plus challengeant et sur lequel on doit aller, on prépare ça, c'est de dire, nous, la majorité de notre impact carbone, il est lié à nos sous-traitants, à ce qu'on achète. Donc pas dans le cœur de nos périmètres, mais le matériel qu'on achète, qui peut être le panneau photovoltaïque, l'onduleur, la charpente, ça c'est là où on a le plus d'émissions de carbone. Et ça, on a un vrai enjeu à travailler, c'est comment demain, sur ce qu'on achète, on arrive à être plus vigilant là-dessus, on arrive à accompagner nos partenaires à aller également sur des sujets plus décarbonés tout en restant compétitifs. Et donc ça, c'est des choses qu'on met en place. Et pour le moment, ce qu'on travaille, c'est déjà d'être capable de piloter notre impact carbone sur nos centrales. Ça, on l'a mis le premier indicateur l'année dernière. On va le travailler cette année. Et l'objectif dans le futur, c'est justement de dire comment on donne des objectifs pour améliorer ça. Merci Grégoire Papillon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Merci à vous. C'était un réel plaisir. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.